Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Dossier Sciences humaines et sociales. Collection Dossier Sciences humaines et sociales. Dirigé par Gérald Gaglio. gerold.gaglio@univ-côte-d'azur.fr. Cette collection souhaite donner la parole aux jeunes chercheurs, aux chercheurs confirmés, mais aussi aux professionnels formés à la sociologie et leur fournir un espace ainsi qu'un accompagnement pour un projet de publication, individuel, série première recherche, ou collectif, série RESEO, témoignages sociologiques en entreprise et hors série. Son ambition est d'adresser des sujets contemporains, en les problématisant à l'aide du regard sociologique. L'angle privilégié, sans exclusive, est de passer par des enquêtes pour rendre compte de manière approfondie et documentée de réalités sociales souvent complexes. Les thèmes émergents, notamment autour de la technologie et de l'environnement, retiennent particulièrement l'attention. Chaque dossier regroupe plusieurs contributions, de 6 à 10, présentées par le ou les coordinateurs dans une introduction de synthèse. La collection Dossiers Sciences humaines et sociales a été créée par Dominique Desjeux et Sophie Taponnier, en 1990. Derniers ouvrages parus. Gaglio G. Kadouri Monsieur Esperluette Hostie F 2017. Trajectoire professionnelle, trajectoire de vie, entre engagement et réflexivité. L'Harmattan Paris, collection Dossiers Sciences humaines et sociales, série Témoignages sociologiques en entreprise. Benedetto Meyer Monsieur Siwelogie, Largiea 2017. L'organisation face à la transformation de la relation de service, Paris L'Harmattan, collection Dossiers Sciences humaines et sociales, série RESEO. Présentation des auteurs. Emmanuel Kessous est professeur de sociologie à AgroParisTech où il coordonne, avec F. Léger, le parcours de Master 2 Actes, Agroécologie, Connaissances, Territoire et Société. Il est chercheur au LISIS et chercheur associé au CEMS. Il a coordonné de nombreux ouvrages collectifs et numéros de revues, dans les domaines de la sociologie économique et de la sociologie du numérique. Parmi ceux-ci, nous pouvons citer le travail avec les technologies de l'information, Hermès 2005 avec J.L. Metzger, la sécurité dans un monde numérique, Annales des télécommunications 2007 avec S. Proulx, la consommation et la protection de l'environnement, L. Harmattan 2011 avec S. Barret, le travail ordinaire de la sécurité, Réseau 2012 avec J. Denis, la fabrique de la vente, Presse des mines 2014 avec Amalard. En 2012, il publie aux éditions Armand Collin L'attention au monde. Sociologie des données personnelles à l'ère numérique. Jean-Philippe Naud est maître de conférences en sciences de gestion à l'Université de Lorraine, IAE de Nancy, CEREFIGE. Ses recherches portent sur les questions d'inclusion et d'exclusion liées à la consommation. Il a notamment travaillé sur la consommation des personnes en situation de handicap, sur le jeu vidéo et le téléchargement illégal. Il est membre du réseau thématique 11 Sociologie de la consommation et du numérique, de l'Association française de sociologie, co-responsable du groupement d'intérêt thématique Alternative Consumption Research, ALCOR, de l'Association française de marketing et cofondateur du réseau mixte de recherche handicap et innovation, inclusive, H2I. Camille Allouin est professeur en relations publiques à l'Université du Québec à Montréal, UQAM, après avoir été maître de conférences à l'IAE de l'Université de Poitiers, ingénieur R&D et consultant en communication numérique. Ses travaux s'intéressent aux mécanismes de production et de circulation de l'information, dans les environnements numériques. Il a ainsi travaillé à analyser les méthodes de mesure et de gestion de la réputation en ligne développées par les praticiens en relations publiques, le développement d'une économie numérique des émotions par les plateformes web, la propagation des rumeurs en ligne ou encore la construction de territoires numériques de marque par les organisations. Sandrine Barret est maître de conférences au département de sociologie de l'Université Toulouse II, et membre du LISST-CNRS. Elle a réalisé une thèse sur le travail marchand, de la grande distribution alimentaire. En 2011, elle a coordonné avec Emmanuel Kessous un ouvrage collectif, Consommer et protéger l'environnement. Opposition ou convergence ? Aux éditions L'Harmattan est co-publié le livre Le vin et l'environnement,
faire compter la différence, aux presses de l'École des mines. Membre du Haut Conseil des biotechnologies entre 2015 et 2019, elle travaille depuis sur la construction sociale de marchés agroalimentaires controversés, innovation biotechnologique aquacole notamment, et s'intéresse plus particulièrement aux qualifications juridiques, éthiques et économiques de ces nouveaux produits par les acteurs du marché. Jean-Samuel Bescard, sociologue, est chercheur au laboratoire Sense d'Orange Labs et chercheur associé au laboratoire LISIS à l'Université Paris-Est. Ses recherches portent sur les pratiques culturelles numériques et sur la consommation en ligne. Il est l'auteur des ouvrages Promouvoir les œuvres culturelles, avec Kevin Mellet, et de Sociologie d'Internet, avec Éric Daguiral et Sylvain Parasi. Manuel Boutet est enseignant-chercheur en sociologie au laboratoire Gredeg. Ses travaux ont porté sur l'innovation numérique et les communautés d'usage et, depuis quelques années, il étudie l'ancrage territorial de l'innovation sur des terrains de l'économie sociale et solidaire et de l'industrie du biocontrôle, industrie construite autour d'innovations biologiques pour l'agriculture, dans le cadre du programme Boost de l'Université Côte d'Azur. Roland Canu est maître de conférences en sociologie et enseigne à l'Université Toulouse Jean Jaurès. Membre du Centre d'études et de recherche Travail, Organisation, Pouvoir, CERTOP, il inscrit ses recherches dans le cadre d'une sociologie économique et a récemment coordonné, avec Hélène Ducourant, un numéro de la Revue française de socio-économie consacré aux futurs économiques, 2018-2000. Dans une approche socio-historique, il travaille également sur les sciences et techniques publicitaires pour en saisir l'évolution. Sont en particulier investis certains épisodes de cette histoire, par exemple le début des publicités par éclairage électrique à la charnière du XIXe et du XXe siècle, ou encore la publicité subliminale à la fin des années 1950. Gérald Gaglio est sociologue, professeur des universités à l'Université Côte d'Azur, laboratoire Gredeg, UMR CNRS 7321. Ses travaux actuels croisent le thème de l'obésité et l'usage du numérique. Il porte également sur le lien entre financement de la recherche et production scientifique. Guillaume Latzkototh est professeur titulaire au département d'information et de communication de l'Université Laval, Québec, Canada, où il enseigne notamment les enjeux sociaux des médias numériques, et co-dirige le Lab CM au laboratoire sur la communication et le numérique. Ses travaux portent sur l'histoire de l'informatique sociale, social computing, dans une perspective sociotechnique, sur les usages des médias numériques émergents, et sur les aspects méthodologiques et éthiques de la recherche en contexte numérique. Il est membre du Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie, CIRST. Valérie Peugeot est chercheuse au sein du laboratoire de sciences sociales et humaines d'Orange Labs. Elle mène des recherches sur l'économie collaborative, le numérique comme outil de transformation des modes de vie, la place des données personnelles dans l'économie du web, les dispositifs numériques de contribution citoyenne, la ville numérique, etc. Après avoir été de 2013 à 2015 vice-présidente du Conseil national du numérique, elle a rejoint la CNIL, Commission nationale de l'informatique et des libertés en avril 2016, où elle est en charge du secteur de la santé. Elle est également directrice pédagogique de l'Executive Master Digital Humanities, à Sciences Po. Anne-Sylvie Pharabod est socio-anthropologue au laboratoire Sense, Orange Labs, et travaille sur les usages des nouvelles technologies dans la vie quotidienne. Elle s'intéresse aux transformations de l'espace domestique, des territoires de la vie privée et des sociabilités personnelles sous l'effet de la multiplication des terminaux et services connectés. Après avoir étudié le partage des équipements et des contenus numériques dans les familles, elle enquête aujourd'hui sur différents terrains comme les pratiques de mesure de soi, quantifier self, ou l'usage d'outils connectés pour accompagner l'adoption de modes de consommation soucieux de l'environnement. Benjamin Rimbaud est ingénieur agronome et sociologue des sciences et des techniques. Il a consacré sa thèse aux transformations contemporaines de la production de savoir dans les sciences du vivant, en étudiant le développement de la bio-ingénierie entre la France et les États-Unis. Il est actuellement chercheur post-doctorant au sein de l'Institut francilien Recherche Innovation Société IFRIS, hébergé par le Centre de recherche Médecine Sciences Santé Santé mentale, Société CERMES 3.
Son travail en cours concerne la bioéconomie et la relation entre écologisation de l'industrie chimique et économicisation du vivant. Yannick Rumpala est maître de conférences en sciences politiques à l'Université de Nice, équipe de recherche sur les mutations de l'Europe et de ses sociétés Hermès. Après des recherches sur les reconfigurations politiques dans le domaine de l'environnement et du développement durable, il s'intéresse maintenant davantage au processus de construction d'alternatives sociales et écologiques, d'une part à travers des formes d'expérimentation et de projets tendant à se situer à l'écart de l'État et du marché, et d'autre part à travers l'imaginaire politique de la science-fiction. Johan Söderberg est maître de conférences en philosophie des sciences à l'Université de Göteborg, en Suède. Il étudie les processus d'innovation qui se situent dans le cadre de pratiques hors la loi, notamment parmi les hackers et les consommateurs de drogue. En particulier, il s'intéresse à l'appropriation de ces pratiques par les compagnies privées qui cherchent des moyens de contourner la réglementation publique. Auteur de plusieurs ouvrages, Johan Söderberg est également le cofondateur d'une revue savante, The Journal of Peer Production. Site web www.johansöderberg.net. Jean-Sébastien Vert est docteur en sociologie. Il a réalisé une thèse au CERTOP, UMR 5044, DIR. Franck Cauchois, sur la conception et les usages des technologies d'intelligence artificielle élaborées dans le secteur marchand. Il a ensuite effectué un post-doctorat à l'Institut Mines Telecom Business School, IMTBS, sur les enjeux organisationnels et humains associés au développement de l'industrie 4.0. Il a écrit plusieurs articles et chapitres d'ouvrages sur la thématique de la numérisation des organisations et des marchés. Introduction, les technologies de marché, innovation, usage et collectif. Emmanuel Kessous et Jean-Philippe No. L'analyse des rapports entre technique et marché n'est pas nouvelle. Elle voit de manière régulière s'affronter deux camps. Le premier dans la lignée d'auteurs précurseurs comme Jacques Ellul, 1988, ne voit dans la technique qu'un outil au service d'un processus de rationalisation de la société qui ne fait que déposséder l'homme de sa liberté pour ne servir qu'elle-même. Cette approche critique de la technique, que l'on a un peu rapidement qualifiée de déterminisme technologique, rejoint par certains aspects celle portée par l'école de Francfort pour qui le processus marchand conduit à une rationalisation de la société voire une réification de l'altérité, Honnête, 2007. Pour le second, inspiré des Science and Technology Studies, Fenberg, 2014, et des travaux de Bruno Latour, 1989-1985, la technique est représentative des forces en présence dans une société. Elle est porteuse de visions du monde et de valeurs à propos desquelles s'affrontent des collectifs. Les sciences et les techniques se regardent différemment selon qu'on les considère en se tournant vers le passé, le cheminement qui les a fait naître, ou en se projetant vers le futur, le monde qu'elles vont engendrer. D'où l'importance pour cette seconde tradition de recherche de prendre au sérieux les conditions d'avènement de ces nouvelles techniques, et de proposer des procédures pour que les choix effectués respectent les formes de la démocratie en élargissant considérablement la représentation et les processus de décision. Callon et al., 2001. On ne peut nier que le développement de la technologie facilite certaines formes d'appropriation des biens et des services. Pour autant, sa capacité à être une source d'émancipation et d'autonomie se heurte de plus en plus souvent à une complexification des processus sous-jacents aux usages et à un manque de transparence sur ce que les techniques font, exactement aux personnes et à la société. À bien des égards, le dernier ouvrage qu'Ellul consacre aux technologies semble prophétique, Ellul 1988. Si la marchandisation d'Internet et son financement publicitaire ont participé à sa diffusion et son appropriation par le plus grand nombre, cette dynamique nous éloigne de l'éthique hackée, Immanen, 2001, où le coût d'entrée pour maîtriser la technique a pour corollaire l'accès à la connaissance et à des communautés de pratiques très diverses. Les exemples ne manquent pas pour illustrer ces dérives technicistes. Des centres d'appel nécessitent de préqualifier un problème avant d'avoir accès à un conseiller. Des algorithmes proposent aux internautes le meilleur choix possible après un traitement des données personnelles en toute opacité. L'introduction de nouvelles plateformes rend certains services publics plus compliqués d'accès, des services marchands destinés à faciliter l'usage, reconnaissance vocale, géolocalisation,
s'accompagne d'enregistrements à l'insu de L'. Utilisateur, des techniques usuelles, carte de transport, de fidélité, génèrent un traçage généralisé. Autant d'évolutions qui attaquent subrepticement la liberté et l'autonomie des utilisateurs. Plusieurs tendances permettent de mettre en perspective ce relâchement de la vigilance citoyenne sur ce que font les techniques. Sur le plan sécuritaire, la menace terroriste ou la lutte contre les fraudes fiscales dans une économie mondialisée ont été le prétexte à la multiplication des fichiers, leur croisement, et la réduction des garde-fous démocratiques dans l'usage de ces données, limitation du contrôle d'un juge par exemple. Dans le dosage entre sécurité et liberté publique, ces dernières pèsent nettement moins aujourd'hui dans la balance. Parallèlement à ces évolutions concernant la surveillance publique, les technologies marchandes ont été développées en favorisant les technologies captives, applications mobiles, permettant de conserver un client dans un écosystème propriétaire alors que les premiers temps du web favorisaient au contraire les technologies standards comme les navigateurs, laissant davantage de contrôle à l'utilisateur. Ce passage d'un web à l'autre correspond bien entendu à une stratégie planifiée des firmes qui trouvent là un moyen de déplacer la concurrence au niveau de ce qui produit le cœur de la valeur sur Internet, les données personnelles. Pour enrôler l'utilisateur dans ce hold-up sur ces données, il a fallu lui fournir des contreparties. L'une des principales avec l'avènement de l'Internet mobile est de lui donner accès en tout lieu et en tout temps à l'information qu'il recherche. Si ce mécanisme a fonctionné, c'est qu'il a réussi à associer facilité d'accès et prégnance des usages, rendant pour beaucoup d'utilisateurs leur téléphone mobile indispensable dans leur vie quotidienne. Pour le dire autrement, sans l'avènement de cette technologie, il aurait été difficile, voire impossible, pour les firmes de faire basculer aussi massivement les usages dans le traitement des données. La résistance de l'ancien monde aurait été plus vigoureuse. D'ailleurs, l'Internet fixe n'a pas suivi l'évolution des technologies mobiles, et les tentatives de Microsoft pour développer des applications fonctionnant sur Windows sont un demi-échec. Quoi qu'en pense Ellul, ces évolutions dans les technologies forment des irréversibilités, et peu d'experts s'aventureraient aujourd'hui à pronostiquer le retour à une forme d'Internet plus libertaire. 1. Technologie de marché. Tout au long de cet ouvrage, nous explorons les conditions d'avènement de ce que nous appelons des technologies de marché. Nous avons privilégié le terme de technologie à celui de technique car il permet d'englober, dans son acception la plus large, l'ensemble des connaissances liées à une technique donnée. Ainsi, la technologie inclut les compétences nécessaires aux usages des techniques, mais également les processus mis en œuvre et l'organisation technique qui les soutiennent. Depuis ses premiers développements, la sociologie économique s'est développée contre la science économique mainstream, en mettant en lumière l'ensemble des dispositifs techniques, les objets, nécessaires au fonctionnement des marchés et rendus invisibles dans les modèles économiques qui ne mettent l'accent que sur les prix, les incitations et la rationalité. Or tous les marchés, y compris sous leur forme la plus pure, à l'image de la bourse, ont besoin de techniques pour fonctionner. Le vendeur de souvenirs près de la tour Eiffel posera une couverture au sol en guise d'étal. Le vendeur du muguet le 1er mai dépliera une table de camping assortie parfois d'une nappe. Et le vendeur à la sauvette qui propose des cigarettes de contrebande à la sortie du métro mobilise des techniques lui permettant d'exercer son activité marchande illicite. Il lui faut un vêtement étudié pour pouvoir sortir l'objet convoité de sa manche et le rentrer si jamais il vient à croiser la maréchaussée. Toutes ces techniques n'ont pas pour seul but d'habiller la scène marchande. Elles permettent de l'habiter et constituent les conditions mêmes de son existence. Les transactions restent possibles sans ces artefacts, mais elles sont plus difficiles, moins extensibles, et doivent alors s'appuyer sur d'autres supports, comme l'interconnaissance, la proximité sociale ou géographique, etc. D'autres formes marchandes reposent sur des technologies institutionnalisées. Ainsi, le marché public hebdomadaire de fruits et légumes nécessite une organisation sociale particulière. Les trottoirs sont préparés pour recevoir les étals éphémères des maraîchers. Le personnel de la ville les installe quelques heures avant l'ouverture du marché. Celui-ci répond à un règlement très strict. Les commerçants doivent occuper l'emplacement qui leur est assigné. Ils y disposent d'une connexion électrique qui leur est spécialement dédiée dans l'espace public.
Ils doivent garer leur véhicule à un emplacement particulier et ils doivent remballer leurs marchandises sous peine d'amende à une heure précise, ce qui permet à d'autres employés de la ville de ranger le matériel éphémère et de nettoyer les trottoirs pour les rendre de nouveau disponibles aux passants. En prolongeant l'illustration, on comprend que l'enjeu dans l'évolution des concepts des petits magasins de quartier, qu'ils soient alimentaires ou qu'ils concernent d'autres produits, est bien de renouveler l'expérience de consommation en modifiant les technologies qui portent le marché. Les linéaires cèdent la place à une organisation plus aérée de l'espace de vente dans lequel vient s'ajouter des espaces de convivialité peuplés de machines à café, des machines à jus orange, des fours grillant sur place des poulets rôtis et des machines permettant la vente de céréales en vrac. Ces modifications qui sont justifiées par les entreprises en concurrence comme le moyen de s'adapter aux nouvelles aspirations des consommateurs, participent à un changement de la scène marchande, comme le font également les automates de caisse qui la déshumanisent, mais permettent une extension des horaires d'ouverture, le soir et le week-end. Les évolutions des technologies s'accompagnent d'un changement des choix offerts aux consommateurs, des environnements de marché, mais aussi des métiers qui les animent, techniciens, vendeurs, logisticiens, etc. À titre d'exemple, l'introduction des compteurs communicants dans la consommation d'eau, d'électricité ou de gaz modifie la palette de services offerts aux consommateurs. Optimisation de sa consommation, tarifs personnalisés, mais aussi absence de problème de disponibilité pour la relève. Dans différents scénarios, leur introduction survient après une décision politique, européenne dans le cas des compteurs électroniques, ou à l'initiative d'un propriétaire ou d'un gérant d'immeuble, le syndicat des copropriétaires qui passe un contrat avec la société en charge de répartir les consommations d'eau. Ces compteurs changent aussi les métiers de la maintenance. Le technicien ne se déplace plus qu'au pied de l'immeuble, les anomalies sont remontées automatiquement. Et ils s'accompagnent de controverses, voire de résistances actives en raison des émissions radioélectriques qu'ils émettent, des risques de piraterie ou de surveillance qu'ils introduisent. Les marchés dont il est question dans l'ouvrage sont des marchés fortement technicisés. Dans La fabrique de la vente, Kessous et Mallard, 2014, nous avons montré comment le travail commercial évoluait dans le secteur des télécommunications en s'appuyant sur une modification de l'organisation commerciale et sur le système d'information dans l'entreprise. Ainsi, le passage d'une organisation de service public à une société anonyme s'est accompagné d'une succession de modifications du système d'information, mais aussi des affiches publicitaires faisant la promotion de nouveaux produits et services. Parallèlement à ces changements de structure, les techniques marketing se sont développées pour permettre par le biais de scores et du data mining d'identifier des catégories de clients susceptibles de constituer une demande pour l'entreprise devenue marchande. Enfin, les salariés ont dû modifier leur vocabulaire et apprendre, en jonglant dans les informations disponibles, à identifier les moments propices pour placer les produits auprès des clients. C'est cette analyse que nous voulons poursuivre dans cet ouvrage en donnant à voir cette fois-ci ce que les technologies font à la forme marché. Il s'agit donc de renoncer à un déterminisme technologique simpliste, pour mieux reconnaître la façon dont les technologies participent au gouvernement des marchés. Le marché, par le biais des firmes notamment, pousse à l'introduction de nouvelles technologies. Cependant, celles-ci apparaissent de plus en plus souvent comme un enjeu pour différents collectifs d'acteurs, associations, scientifiques, médias, etc., ce qui les conduit à s'intéresser fortement aux conditions de leur développement. Participer sous une forme ou sous une autre au choix des technologies du marché, c'est prendre part à ce que les marketeurs appellent les nouvelles tendances de consommation, qui formatent la société sous de nouvelles aspirations. Écologie, bien-être animal, santé publique, impact climatique. Dans certains cas, les technologies font controverse, ce qui conduit à leur médiatisation voire à leur abandon. Dans d'autres cas, c'est en associant très en amont les consommateurs ou leurs représentants dans le processus de conception, que les firmes arrivent à désamorcer la critique et à développer des outils qui sont décrits comme étant dans l'air du temps. L'ouvrage se compose de 3 parties. Les contributions de la première partie s'intéressent aux technologies marchandes qui permettent de faire advenir la figure d'un consommateur en particulier, avec ses désirs et ses valeurs. Dans la deuxième partie, les auteurs explorent les modalités qu'ont les utilisateurs à participer à la co-construction des techniques de manière à faire advenir différents horizons possibles et non uniquement marchands.
Enfin, dans la dernière partie, nous nous intéressons à la manière dont les biotechnologies renouvellent la question de l'avenir des marchés. À la fois parce qu'elles redéfinissent les produits en présence, mais aussi parce que les trajectoires marchandes sont dans ce domaine au croisement de l'innovation technologique, des éventuelles controverses sur leur développement et de la concurrence entre entreprises pouvant conduire à privilégier une technologie sur une autre. Quelques chapitres ont été présentés, sous une forme préliminaire, au RT 11, Sociologie de la consommation et du numérique, du Congrès de l'Association française de sociologie 2017. Ils ont été complétés par d'autres contributions, de manière à élargir les champs d'investigation. 2. Les technologies et la figure du consommateur. Un premier ensemble de chapitres s'intéresse au rôle des technologies dans la définition même des acteurs du marché, et notamment du type de consommateur auquel on s'adresse. C'est le département marketing des entreprises et les nouvelles activités qui lui sont liées comme le data mining, qui sont le lieu d'observation privilégié de ces pratiques. L'identification du goût, des valeurs et des aspirations supposées du consommateur devient primordiale. Ainsi, Roland Camus, dans une stimulante contribution, chapitre 1, s'est intéressé aux techniques publicitaires subliminales en vogue dans les années 1950. Ces techniques, cela est connu, ont été controversées, ce qui a conduit à leur abandon. On connaît moins les raisons réelles du changement de stratégie marketing. Ainsi, si une partie des critiques portait bien sûr la manipulation des esprits liée aux techniques subliminales, d'autres portaient directement sur l'efficacité du procédé. Il n'était pas évident de lier la stimulation publicitaire avec la consommation proprement dite d'un produit. Rien ne permettait d'indiquer que le stimulus entraînait un changement dans les goûts et les comportements. Comme le met en évidence Roland Camus, les techniques subliminales relèvent davantage du mythe que de la pratique effective et ce sont les publicitaires eux-mêmes qui en ont été les principaux opposants. Avec Jean-Sébastien Vert, on plonge dans le travail des algorithmes de ceux que l'on appelle les data scientists, chapitre 2. Il nous emmène ainsi au cœur des techniques marketing, qui font l'objet des controverses contemporaines. Ces machines apprenantes ont pour particularité de transformer l'attention en valeur et de reconfigurer considérablement les rapports entre travail et consommation. Elles sont décriées par leur diffusion massive et l'opacité de leur traitement. Pour autant, ce que montre Vert, c'est que le travail de l'algorithme est particulier. Il se situe à la frontière de l'entreprise et associe différentes compétences qui vont de l'ingénierie à l'art. L'algorithme invite à repenser autrement la fonction même du marketing, qui vise à s'adresser à différentes catégories de consommateurs. Il change aussi radicalement notre manière de penser la méthode scientifique. Les algorithmes sont en outre au fondement d'un paradoxe. Ils fournissent à la fois plus de choix aux consommateurs, source de liberté retrouvée dans une masse d'informations diffuses, mais aussi plus de liens qu'il attache à ses choix passés, en gardent la trace et contribuent à son aliénation. Camille Allouin aborde la question des technologies de l'Internet dans une perspective historique, chapitre 3. Il tente à montrer que la construction des publics dans l'univers du web est fortement liée aux instruments de mesure et à leurs évolutions. Il décrit ainsi 3 temps du web, un où le public lit, un où il cite et un où il s'exprime. Nous rentrerions aujourd'hui, selon lui, dans une nouvelle ère, celle des émotions que l'auteur appelle le web affectif. L'auteur s'évertue dans sa contribution à analyser les différents types de mesures en lien avec ces périodes historiques. L'évolution des techniques en vogue, des cookies avant 2000 au machine learning aujourd'hui, s'accompagnerait d'un changement dans les phénomènes mesurés, de l'audience aux émotions, et de leurs traductions analytiques, des clics aux réactions. Au terme de cette évolution, le marketing s'adresserait moins au lecteur qu'à celui qui met sa vie en scène dans les univers numériques. La contribution de Jean-Samuel Bescard, Valérie Peugeot et Anne-Sylvie Farabod qui clôt cette première partie permet de poser un autre regard sur les évolutions des marchés et des technologies qui les portent, chapitre 4. Ainsi le développement durable ou ce que l'on qualifie aujourd'hui de transition écologique, crée de nouvelles aspirations citoyennes que le marketing doit prendre en compte s'il ne veut pas voir les marchés traditionnels s'écrouler. Il fournit par la même occasion de nouvelles opportunités à de jeunes start-up pour créer de nouveaux marchés. Les nouveaux outils promettent de favoriser des comportements vertueux en favorisant une sorte de paternalisme bienveillant,
Sunstein et Thaler, 2012. La consommation doit être qualitative plus que quantitative et incorporer des valeurs écologiques fortement valorisées socialement. Barret et Kessous, 2011. Les différentes startups qu'étudient les auteurs, au-delà de leurs différences, ont pour point commun d'inclure dans le modèle d'affaires un changement des comportements et de préparer le monde consumériste de demain. C'est pourquoi, les technologies qui les portent peuvent être qualifiées de transition tech. Elles ne sont pas pour autant dénuées de critiques sur les objectifs réels, leurs efficacités ou sur les moyens qu'elles mettent en œuvre, ce qui rend leur pérennité pour le moins incertaine. 3. Usage des technologies et collectif. Une dimension apparaît importante pour comprendre la direction dans laquelle vont les marchés. Il s'agit des collectifs qui s'intéressent aux technologies, soit pour les soutenir, soit pour les critiquer, soit pour les détourner. Les enjeux portent alors notamment sur les propriétés des technologies, low-tech, high-tech, open source, brevets, etc., qui vont impacter de façon importante les trajectoires des marchés. Les contributions de la deuxième partie de l'ouvrage mettent en particulier la focale sur cette dimension. Dans leur contribution, Gérald Gaglio, Emmanuel Kessous et Manuel Boutet regardent comment les lieux où se jouent les éléments de transition vers de nouveaux mondes possibles portent en eux la trace des valeurs qui les structurent, chapitre 5. Les Fab Labs et les collectifs qui les habitent s'inscrivent dans la société de la connaissance et la coordination horizontale. Ils ont aussi pour finalité de concilier de nouveaux modèles de production, circuits courts, consommation écologique, innovation technologique, avec le développement des capacités des individus. À partir de la comparaison de deux initiatives sur le territoire niçois, il montre qu'au-delà de présupposés communs sur la nécessité de faire projet à petite échelle, la mise en œuvre des lieux, transparence des locaux, organisation spatiale, type de technologie déployée, dimension institutionnelle, s'accompagne de définitions différentes de la réussite des initiatives. Dans un cas, c'est une forme de marché à faibles capitaux qui est mise en avant, dans l'autre un modèle d'autosubsistance et d'autonomie où les transactions marchandes, si elles demeurent possibles, ont surtout pour finalité de renforcer l'autonomie des collectifs ainsi constitués. Yannick Rumpala nous invite à porter la focale sur ces collectifs en quête d'autosubsistance et d'autonomie à partir de deux études de cas, chapitre 6. Dans la première, il s'intéresse au projet RepRap d'imprimante 3D qui constitue une des briques de base de bien des projets communautaires. Dans la seconde au mouvement Les Incroyables Comestibles visant à produire des communs alimentaires. Dans sa contribution, il retrace la genèse de ces deux initiatives et les modèles organisationnels qu'elles déploient. Au-delà des différences d'objets, on peut percevoir dans ces deux projets quelques propriétés communes. Dans les deux cas, contribuer pour les participants revient à répondre à une quête de sens en s'engageant dans un collectif. La place des plateformes numériques est un autre trait saillant dans ces communautés tournées vers la production de biens matériels. Comme pour les communautés de partage entre pairs de biens immatériels, les coopérations faibles, ces liens entre des personnes mobilisables ponctuellement, sont entretenus par des plateformes numériques qui mettent en relation des utilisateurs spatialement éloignés les uns des autres et poursuivant des initiatives similaires. La contribution de Guillaume Latscotot et Johan Soderberg qui clôt cette partie est particulièrement intéressante sur cette question des usages, chapitre 7. Les auteurs se sont intéressés à différents projets qui ont parsemé l'histoire de l'informatique connectée. Une plateforme d'enseignement assistée par ordinateur, un réseau informatique, un IRC. Au travers du concept de mésusage, il montre que l'appropriation des innovations techniques par les utilisateurs a dans les trois cas considérablement reconfiguré les projets initiaux. Ainsi la plateforme d'enseignement sert essentiellement de ressource à la production de jeux en ligne. La fonction chat du réseau informatique a supplanté toutes les autres fonctions et le protocole IRC est utilisé pour faire fonctionner des robots. Les usages non prévus constituent le droit de regard des utilisateurs sur les trajectoires technologiques, l'innovation par l'usage créant un chemin de dépendance, path dependence, lors du déploiement d'une technologie de marché. 4. Biotechnologie et innovation. L'ouvrage se termine en s'intéressant aux biotechnologies. Il s'agit d'un domaine spécifique d'une part car il est à la fois un levier pour d'innombrables innovations de produits, et d'autre part, parce qu'il suscite de fortes réactions et controverses quant à son déploiement.
Les biotechnologies offrent des promesses de futurs inégalés et viennent se confronter à des valeurs morales et des résistances de la part de ceux qui y voient surtout une activité d'apprenti sorcier. Benjamin Rimbaud s'intéresse à 2 projets de biologie de synthèse qui est un domaine de recherche fortement soutenu en France et aux USA, dans la mesure où il est perçu comme une technologie de rupture permettant d'innombrables applications. Chapitre 8. Le cas qui intéresse Rimbaud, la production synthétique de méthionine, doit permettre de changer radicalement les méthodes de production alimentaire. Ceux qui portent la biologie de synthèse viennent s'affronter aux acteurs de la chimie, qui étaient les seuls auparavant en capacité de produire chimiquement l'acide aminé. Ce que montre l'auteur, c'est comment le tournant biotechnologique conduit les acteurs en présence sur le marché à se repositionner et les stratégies qu'ils déploient pour protéger leurs savoirs industriels. L'industrie chimique, acteur historique, déploie une voie métabolique partielle là où une jeune start-up, outsider sur le marché, est conduite à choisir une voie métabolique entièrement biologique pour se singulariser. Sandrine Barret conclut l'ouvrage en s'intéressant à un produit que l'on apparente le plus souvent à un produit festif et de terroir, les huîtres, chapitre 9. Elle montre que ce produit naturel a déjà une longue histoire depuis l'Antiquité et a subi de nombreux changements à la fois dans ses méthodes de production, huîtres locales, portugaises, japonaises et ses formes de consommation, crue, cuite ou conservée dans le vinaigre en raison des difficultés pour la transporter. Mais c'est l'apparition de l'huître triploïde, c'est-à-dire celle à laquelle on rajoute un chromosome, créé par l'Ifremer, qui focalise toute notre attention. Outre des facilités de production, cette manipulation permet à l'huître stérile de ne pas être laiteuse l'été. La production de triploïdes garantit donc une qualité normalisée toute l'année. Or, on le sait, les huîtres sont un produit saisonnier, à la fois parce qu'elles accompagnent les fêtes de fin d'année, mais aussi parce que les préférences culinaires vont aux huîtres qui ne sont pas laiteuses. La triploïde répond à ces attentes et peut potentiellement contribuer à la modification des habitudes alimentaires. Bizarrement, bien qu'une manipulation ait lieu par rapport aux huîtres traditionnelles, la controverse n'atteint pas le consommateur final, ce qui aurait pu être le cas si ces huîtres étaient assimilées dans les représentations collectives à des OGMs. En revanche, un vif débat occupe les producteurs traditionnels en quête de différenciation qualitative, qui s'inquiètent de la banalisation du produit qu'une telle innovation pourrait à terme provoquer. Première partie, faire advenir un consommateur. De la publicité subliminale aux algorithmes. Chapitre 1, Consommation et techniques subliminales. Le pouvoir publicitaire à l'épreuve des critiques. Roland Camus. Le lieutenant le plus célèbre des séries TV américaines, Columbo, a bien retenu les leçons formulées dans les livres de Bark Eppel, un chercheur en marketing réputé. Convaincu que ce spécialiste des études de motivation a commis son crime en profitant de l'efficacité d'une image subliminale, il sait également que sa dernière chance de confondre le coupable est d'utiliser cette même technique contre lui. Cet épisode de Columbo, subconscient, est diffusé aux États-Unis en décembre 1973 au cours de la 3e saison de la série. Les enseignements à en tirer sont nombreux. Cet épisode nous apprend d'abord que, à cette époque et alors que la motivation research, Mr., est encore hautement considérée, les spécialistes marketing qui empruntent à la psychologie et prétendent pouvoir agir sur le subconscient du public font partie des figures dominantes de la société américaine, de celles qui incarnent généralement les criminels dans Columbo, une série soucieuse de jouer. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.